À ma connaissance, dans le monde occidental, c'est la seule civilisation qui est née d'une femme. Donc, les buts premiers de la déesse Dana, c'était pas de faire un empire, c'était pas de faire une civilisation conquérante, c'était de mettre de la beauté là où les gens vivaient. C'est bien différent comme aspect. Bon, et puis la mythologie irlandaise est partie de là, et puis tranquillement, elle a fait des petits, et elle est devenue très guerrière, très masculine, mais la première vraiment femme guerrière, le premier vraiment grand guerrier en Irlande, c'était une femme aussi, la reine Med, qui était super riche, super puissante, puis qui, juste pour avoir raison contre son mari, a fait la guerre et a amené l'Irlande là où elle est quasiment encore. Elle a empêché l'unité de l'Irlande, elle a scindé l'Irlande en plusieurs clans et plusieurs petites divisions. Et je dirais quasiment que tout le mal de l'Irlande est parti de là. Donc, l'Irlande, au niveau mythologique, c'est particulier, singulier et fort intéressant, parce que c'est né d'une femme, et l'idée de l'Irlande est aussi morte à cause d'une femme. Bon, et puis quand j'ai lu Joyce, je me suis toujours demandé pourquoi, par exemple dans Finnegan's Wake, il avait choisi la déesse Dana, et pas la femme guerrière, la prêtresse guerrière Med, parce que ça aurait fait une histoire très différente. Et puis, dans son livre d'ailleurs, dans Finnegan's Wake, Joyce parle très peu de la guerre, c'est vraiment accessoire, c'est vraiment filigrane, puis quand il en parle, c'est pour rire plus des femmes, des empereurs, puis des tyrans, des dictateurs, que pour autre chose. C'est intéressé plus aux femmes que aux empereurs eux-mêmes, puis aux dictateurs. Il était complètement à côté. Et puis l'Irlande, en même temps, ça nous ressemble beaucoup. Si on fait l'exception que c'est un vieux pays dont la mythologie est très riche, parce que moi j'en parle dans mon livre, mais j'en parle pas. Ça te prendrait un livre, 2 livres, 3 livres pour faire le point sur toutes les sagas irlandaises. Et puis, comme celle de Cuchulain, par exemple, puis de Finn lui-même. Tandis qu'ici au Québec, le pays est beaucoup plus récent. Donc, il n'y a pas derrière lui une mythologie à lui. Il aurait pu en avoir une avec la mythologie amérindienne, si celle était, j'appelle ça de même d'une certaine façon, appropriée, mais comme on venait de France, comme on était raciste, comme on pensait que la vraie civilisation, c'était la civilisation française et anglaise et occidentale, les civilisations amérindiennes ont passé dans le corridor sans qu'on retienne rien d'elles. Avec pour résultat qu'ici, on était comme coupé à la base de ce qui fait qu'un pays devient un pays, c'est-à-dire d'une mythologie qui est là. Bon, la mythologie indienne nous a pas servi parce qu'on n'a pas voulu s'en servir, mais on n'avait pas de mythologie de remplacement. C'est ce qui fait entre l'Irlande et nous la grande différence. Moi, je suis québécois, mais en tant que québécois, je me dis, si j'ai rien à me raccrocher à l'avenir, est-ce que je peux me raccrocher à quelque chose du passé? Je suis obligé de dire non, moi, mon passé est en avant, parce que si je me fie juste au passé que j'ai eu, il est pas assez riche collectivement, il est pas assez riche mythologiquement pour que je puisse m'arrimer à lui et aller ailleurs. C'est ce qui fait la différence entre un écrivain irlandais, à mon avis, comme Joyce, et un écrivain québécois comme moi ou n'importe qui d'autre. L'écrivain irlandais, lui, pourrait toujours se dire, peu importe ce qui va arriver, même si l'Irlande ne redevient plus jamais indépendante, elle l'a été dans son passé, elle a sa mythologie, elle a tout ça, donc ça ne peut pas mourir tout à fait. Bon, c'est la grande différence entre l'Irlande et le Québec. Mais les points communs sont nombreux. Mm-hmm. Surtout à l'époque de Joyce, là. Les points communs, tu sais, ils ont eu, Joyce, puis l'Irlande et nous, on a eu le même passé mystico-religieux. On a été élevés avec des prêtres catholiques conservateurs dans l'idée du péché, de la culpabilité, du remords. Et quand on lit Joyce, là, si on change les lieux, c'est au lieu d'appeler ça Dublin, on appelle ça Montréal. C'est au lieu d'appeler la famille de Joyce Dédalus, le nom qu'elle a choisi, on dirait c'est des Bruno, c'est des Rioux.
on verrait pas, on pourrait très bien penser que ces livres-là sont québécois. Parce que c'est les mêmes données de base. Ces deux pays qui ont été envahis par l'Angleterre, conquis par l'Angleterre, colonisés par l'Angleterre, d'une façon plus amère, plus rigoureuse, plus sanglante en Irlande. Parce que l'Irlande, comme c'était justement là, c'est la différence. Un vieux pays avec sa mythologie, il voulait pas que l'Angleterre prenne tout. Donc, on créait des générations de résistants et de résistants, ce que nous, on n'a jamais fait. Mais quand c'est une autre différence. Mais pour les points en commun, on a eu, à cause de l'Empire britannique, le même système politique pendant des années. Ils ont eu ça, eux autres aussi, un gouverneur général. Sauf que, par exemple, en 1916, ils ont voté pour l'abolition du gouverneur général, puis du Sénat, puis de toutes ces affaires-là. On est loin d'eux autres encore. Mais eux, ils l'ont fait. Ils ont dit non, on n'en veut plus de gouverneur général, de vice-roi, puis de vice-reine. Fini. On veut plus que ce soit qu'on vive colonisé par l'Angleterre dans une monarchie qui n'a rien à voir avec nous autres. Ça, au moins, ils l'ont fait. Ici, on l'a jamais fait. Bon. Toutes les tentatives ont été faites dans ce sens-là, ça a avorté parce que vraiment eu de volonté politique évidente là, pour que ça, sinon ça serait disparu. Quand on a voulu abolir le Conseil législatif à Québec, on l'a aboli, ça a pris 2 mois puis tout était fait. Bon, on a eu donc le même système de colonisation politique, et avec les mêmes données. Les Anglais, quand ils ont colonisé l'Irlande, ils l'ont colonisé dans des buts bien précis. Puis moi, j'en donne là, des histoires à n'en plus finir, puis qui sont vraiment pas possibles. Par exemple, il était interdit aux Anglais de se marier avec des Irlandais. Si on prenait un Irlandais, si on prenait un Anglais qui mariait une Irlandaise, il était considéré comme renégat et poursuivi en cour et même tué. L'Irlandais avait aucun statut social, politique et culturel sous la colonisation anglaise. Par exemple, si on prenait quelqu'un qui avait un cheval, on n'était tenu que d'y payer juste ça. Maintenant, quand les guerres de religion ont commencé, ont été plus fortes, on suggérait aux gens de tuer des Irlandais et en les assurant qu'ils ne seraient jamais poursuivis. C'est dans les lois, j'ai tout ça, la loi Piggott, là, c'est une loi infamante. Et quand tu penses qu'un pays comme l'Angleterre, un empire, a même pensé un jour, pour se débarrasser du problème irlandais, d'envoyer en esclavage aux Indes et partout ailleurs, pas juste 10 000 Irlandais, mais 200 000 d'un bloc. Au fond, la déportation des Acadiens, là, en 1759, ils voulaient faire la même chose avec les Irlandais, mais sur une base encore plus terrible. L'histoire irlandaise, vue de ce point de vue-là, par rapport à la Grande-Bretagne, c'est vraiment invraisemblable. Et tu comprends qu'un écrivain comme Joyce, ait jamais aimé l'Angleterre. Il n'a pas voulu aller vivre là, jamais, contrairement à beaucoup d'écrivains irlandais qui sont devenus célèbres parce qu'ils ont vécu à Londres, Georges Bernard Shaw, Oscar Wilde, nomme-en, il y en a plein. Bon. Lui, il a dit jamais j'irai vivre là, parce qu'il haïssait viscéralement l'Angleterre. Bon. Mais il voulait pas l'admettre, par exemple. Mais il l'haïssait, tu sais. Et puis quand il a écrit Finnegan's Wake, puis qu'il a fini, il était fier de lui en disant « J'ai envoyé la langue anglaise ». Autrement dit, moi, irlandais, j'ai écrit l'anglais d'une telle façon qu'il n'y a même pas un anglais qui pourra jamais l'écrire comme ça. Ça, c'était sa victoire. Moi, comme Québécois, je trouve ça sympathique, ce qui a fait que je me suis intéressé à Joyce. Je trouve ça sympathique, surtout quand j'ai appris que Joyce, tout le temps qu'il a écrit Finnegan's Wake, a été financé par une riche héritière anglaise, dont le père et la tante avaient fait leur argent avec les actions qu'ils détenaient dans le Pacifique canadien. Alors,
J'ai dit, bah oui, ben Joyce a écrit Finnegan's Wake, c'est un peu grâce à nous. Tu sais, parce que s'il n'y avait pas eu ces fameuses actions dans le Pacifique canadien, peut-être qu'il n'aurait jamais écrit ce livre-là. Parce qu'il faut savoir de Joyce, c'est que presque toute sa vie, il a eu le privilège d'avoir des mécènes. Bon, tu sais, par exemple, la fameuse mécène, qui est Madame Harriet Weaver, qui était l'éditrice d'une maison d'édition puis d'une revue en Angleterre, qui l'a financé tout le long de sa vie, elle lui a donné, pendant sa vie, quelque chose comme 1 500 000 $ en rente et en débenture puis en actions du Canadien Pacifique. Puis il faut bien savoir que le Canadien Pacifique de cette époque-là était une société dont l'action se limitait pas juste au Canada. Le Canadien Pacifique, ça avait des actions et ça faisait des affaires en Europe, en Amérique du Sud, partout. Un peu comme Bombardier aujourd'hui. Donc, c'était l'entreprise, on le sait, les chemins de fer, fin du 19e siècle, c'était la grosse entreprise, là. C'est comme, ça a été comme l'aéronautique des années 40 puis 50, puis ça a été comme l'industrie automobile des années 1930. Bon, les chemins de fer, c'était ça à cette époque-là. Donc, ça rapportait beaucoup. Et puis, je trouve ça quand même amusant que les Québécois que nous sommes, on ait contribué d'une certaine façon à permettre à Joyce d'écrire Finnegan's Wake. Et l'autre affaire qui m'avait bien, dans les anecdotes, bien intéressé quand je me suis mis à lire Joyce, c'était quand j'ai lu que la première fois qu'on ait parlé de Joyce au Québec, dans les années 1930, c'était au Château Frontenac. Deux Français qui étaient à Québec pour couvrir la visite du roi Georges VI. Ils couvraient tout ça à l'époque, là. C'était, bon, mur à mur. Ben, ils se sont rencontrés au Château Frontenac. Et puis, on parlait de Finnegan's Wake, assis au château avec le Saint-Laurent devant eux autres, en faisant des comparaisons entre la Seine, le Saint-Laurent et la Liffey, dont c'est inspiré de Joyce. Ça, je trouvais ça comme Québécois, bien amusant. Puis je me suis dit, ben, personne ne sait ça quand même, tu sais. Donc, veut ou veut pas, mine de rien, il y a des rapports, tu sais. Les autres rapports, ben, entre l'Irlande et nous, ils sont faciles à voir. Quand il y a eu la maladie de la pomme de terre dans les années 1840, que les Irlandais crevaient littéralement de faim, encouragés par l'Angleterre à crever de faim parce que l'Angleterre voulait pas les aider du tout. Alors, ces Irlandais-là, plutôt que de mourir chez eux, ils ont décidé de traverser, de venir en Amérique. Mais c'était énorme si on considère que pendant 50 ans, il est passé sur le fleuve Saint-Laurent en moyenne 500 bateaux par été, avec en moyenne entre 50 000 et 100 000 Irlandais qui immigraient ici, au Canada ou aux États-Unis. Évidemment, ils passaient par le Québec, à cause qu'il amenait le choléra morbus, bon, mauvais traitement à bord. Je comprends les bateaux sur lesquels ils voyageaient, c'était des bateaux qui apportaient du bois en Angleterre, puis qui étaient pas faits pour emmener du monde. Mais là, eux autres, ils faisaient les affaires d'or, les gens, ils payaient le gros prix pour s'en venir ici, là. Ils abandonnaient leurs terres, bon, puis tombaient à des protestants anglais, irlandais. Bon, puis ils s'en venaient ici, mais on pense pas qu'il y en a eu autant, qu'il y en a eu entre 50 000 et 100 000 par été pendant quelque chose comme 50 ans. Puis, pourquoi ils passaient par le Québec? Parce que les Américains n'ont pas changé. Les Américains, quand ils ont les menaces d'épidémie sont venues, ils ont barré leurs frontières. Les bateaux irlandais, ils rentraient pas. Ça fait que les gens passaient par ici. Puis souvent, ils traversaient, tu sais, l'histoire change peu, hein. Puis ils traversaient la frontière canadienne-américaine. Puis les gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre se plaignaient au gouvernement central que les frontières canadiennes étaient des passoires. C'est une étrange histoire qui nous en rappelle une plus récente. Là, ça n'a pas changé beaucoup. Bon, ceci étant dit, tout ça m'a amené à m'intéresser aussi, par le biais de ça, un peu à l'influence irlandaise au Québec. Bon, c'est comme ça que je suis remonté jusqu'à Marie Mahon d'un canton de l'Est, qui est un peu la mythologie irlandaise devenue en québécoisée. D'ailleurs, c'est Ferron le premier qui en a parlé de Marie Mahon. Je vais aller fouiller ça un peu, j'en parle. Bon, tout ça fait qu'en même temps, mon livre sur Joyce, c'est un livre sur l'Irlande, c'est un livre sur le Québec. Pourquoi l'Irlande
ça lui est arrivé, elle est devenue ça, pourquoi nous, ça nous est arrivé, puis on n'est pas devenu un pays libre encore. Bon, d'après moi, dans l'œuvre de Joyce, t'as tout ça déjà. Tu sais pourquoi quand tu lis ça. Quand tu lis la mythologie, comme je disais, irlandaise, tu lis Joyce, puis tout ça, mais tu sais pourquoi. Et puis ça, je trouve que pour un Québécois, comme je suis, là, c'est intéressant ça. Oui, absolument. Mais alors que vous entamez dans votre œuvre romanesque un travail, disons, assez radical sur la langue québécoise, cet essai dont la publication est annoncée depuis plus de 20 ans, si je ne m'abuse, aboutit enfin. Donc, quel genre de force redoutable êtes-vous allé puiser de la situation politique littéraire vécue présentement au Québec? Y est-elle pour quelque chose? C'est sûr, j'ai commencé, moi, à écrire ce livre-là sur Joyce en 1973. 1973, j'en avais fait une première version, mais je n'étais pas satisfait. Parce que j'avais travaillé sur Kerouac un peu avant, puis c'est sûr que Joyce, c'était pas faisable de la même façon. Et puis, j'avais pas trouvé tout, puis il faut dire aussi que ma connaissance de Joyce était encore, je dirais, parcellaire. Tu sais, je l'avais lu, puis je tripais dessus, mais j'avais pas été voir beaucoup la mythologie derrière, puis tout ça, là. Bon, puis je l'ai mis de côté, puis j'ai fait autre chose. J'y suis revenu à intervalles réguliers, mais je lisais la première version que j'avais faite, je me disais, ça tient plus, il faudrait que je le reprenne au complet. Bon, j'en faisais des bouts, je le laissais de côté. Bon, puis finalement, mais j'avais toujours dit, quand je vais finir mon dernier téléroman à Radio-Canada, dès que c'est terminé, je prends au moins 2 ans, et à plein temps, et je fais que ça. Bon, et quand ça a été un peu, tu sais, providentiel, quand Radio-Canada a arrêté avant son temps la diffusion de Le Bleu du Ciel, ben là, j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Alors, je prends le temps qu'il faut, ça me prendra, s'il faut 3 ans, on va m'arranger pour vivre 3 ans, puis je le fais. Et c'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, j'ai repris ma première version, puis les autres petites affaires que j'avais faites, j'ai tout lu ça, puis j'ai dit, non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, j'ai mis ça de côté, puis j'ai recommencé à neuf, complètement. Et puis, c'est un parallèle aussi, le monde de Joyce, que je fais entre... c'est écrit comme un peu en parallèle, tu sais, avec Monsieur Melville. Bon, Monsieur Melville, c'est un livre qui est raconté du bord du père. Le père est le personnage important. De toute façon, dans la vie de Melville, Melville est resté accroché dans sa vie à cause de son père, qui a fait banqueroute, puis qui s'est comme presque suicidé parce qu'il avait fait banqueroute. Donc, le personnage important dans l'œuvre de Melville, pour moi, même si c'est dans le non-dit, c'est le père. Tandis que dans l'œuvre de Joyce, c'est la mère qui est importante. Bon, la mère qui comprenait rien de ce qu'il écrivait, qui disait, j'ai beau essayer, mais je comprends absolument rien de ce que tu veux faire, Jane, ça, je comprends pas. Puis elle était hyper catholique, elle jugeait tout à la jauge de la foi chrétienne. Il fallait comme au Québec être de bons chrétiens, puis tout ça. Puis d'ailleurs, les frères et les sœurs de Joyce, pour se sortir de la merde dans laquelle ils étaient, ben, la plupart sont devenus des religieux, comme au Québec. On n'avait pas d'argent pour faire vivre des enfants, mais on en faisait des curés, on en faisait des frères, on en faisait des sœurs. Bon, ça en faisait 1, puis 2, puis 3, puis 4 de casés. Bon, les frères et les sœurs de Joyce, ils ont fait la même chose. Mais Joyce, il était anticlérical. Bon, ça fait que d'où le problème avec sa mère. Puis en même temps, Joyce avait besoin de sa mère, parce que le père, qui était un Roger Bontemps, un irresponsable, un ivrogne, un alcoolique, qui aurait rêvé de devenir chanteur d'opéra, mais qui n'a jamais eu la patience puis le temps qu'il faut mettre pour le devenir, était un irresponsable. Bon, mais le père a apporté à Joyce tout ce qu'on appelle les contes, parce que c'est un fabuleux conteur, puis le langage populaire de Dublin, toute l'affaire. Mais Joyce a eu un problème avec sa mère qu'il n'a jamais réglé, au fond. Puis sa mère est morte très tôt, très jeune, dans la 44 ans, alors que Joyce en avait une vingtaine d'années lui-même. Et puis tu vois, quand elle est morte, sa mère, là, ça a été comme un choc culturel, pas juste pour Joyce, mais pour sa famille, parce que Joyce a refusé de s'agenouiller devant sa mère qui était sur les planches, qui était morte parce qu'il croyait pas à la religion, puis il voulait rien savoir de la religion. Bon. Alors, tout ça a fait que toute son œuvre est parsemée de ça. Le problème de la mère est là tout le temps.
la mère qui est comment on appelle ça, celle celle qui donne tout, là, bon. L'allemand matin. La pourvoyeuse. Pourvoyeuse. Bon, la mère qui est la pourvoyeuse, mais en même temps, qui est la pourvoyeuse juste physique, mais qui, au niveau intellectuel, est incapable de juger de ce que fait son fils, est incapable de l'encourager, incapable de voir dans ce qu'il fait les signes de ce qu'il pourrait devenir. Alors, il y a tout ce problème-là. Donc, le livre Joyce, c'est raconté du point de vue de la mère. Donc, comme M. Melville était sur le père, ça c'est la mère. Parce que je trouve que c'est le problème numéro 1 de Joyce. Et c'est tellement vrai que de la mère, ça l'a amené à la femme. Et puis, tout le monde, disent, encore aujourd'hui, vous savez, le monologue final de Pénélope dans Ulysse à la fin, de Molly Bloom, c'est génial, c'est une écriture féminine comme ça se peut pas. Bon, puis dans Finnegan's Wake, quand la fin de Finnegan's Wake arrive, puis que la petite Anna les viole, puis Rebelle retourne au fleuve, puis elle appelle son père, c'est encore la même chose. Même, tu sais, des auteurs comme Hélène Cixous en France, Luce Irigué, puis les autres ont dit qu'ils avaient découvert l'écriture féminine, leur écriture féminine et féministe, en lisant ces monologues-là de Joyce. Bon, moi, qui lis Joyce, je regarde ça, je dis ça, puis je dis Calvaire, c'est visible à l'œil nu que c'est un homme qui écrit ces monologues-là, c'est pas une femme pantoute. Et même dans le cas de Finnegan's Wake, le monologue de la fin est un monologue absolument truqué. Un monologue que moi, j'ai jamais compris, qu'on n'ait pas interrogé jamais la fin de Finnegan's Wake, qui est la justification non seulement de l'inceste, mais aussi de la violence que doit avoir un inceste pour que ça ait de l'allure. Et quand tu lis ça, tu dis c'est bien sûr que c'est écrit du point de vue de l'homme, parce que la fille qui a été mise en situation incestueuse et par son frère, et par son père, et par ses frères, jamais ne se plaint d'avoir eu ça. Au contraire, elle est devenue mature, elle est devenue une jeune femme fatale et tout ça. Et non seulement elle a rien contre son père et ses frères, mais elle veut encore que ça recommence. Dedans, c'est pas un discours de femme, ça, là, c'est impossible. Puis tu vois, on a fait un procès à Ulysse pour obscénité parce que Léopold Bloom, puis Dédalus, c'est Léopold Bloom, on a fait le procès parce que Léopold Bloom, à un moment donné, est sur un petit rocher près de la mer, puis il y a 3 femmes qui amusent leur bébé un peu plus loin, puis lui il regarde ça, puis il se masturbe. Puis on a fait un procès pour obscénité pour ça, à Joyce. Tandis que la fin de Finnegan's Wake, qui est 1000 fois plus importante, du point de vue même de ce que les gens appellent la morale, ça a passé comme une lettre à la poste. Non seulement ça a passé comme une lettre à la poste, mais les féministes, en particulier françaises et américaines, considèrent que c'est une pièce d'anthologie comme phénomène d'écriture féministe. Ce qui n'a pas de crise de bon sens, à mon avis. Bon, en tout cas, tout ça te permet de voir que Joyce a occulté bien des esprits, et parce que c'est Joyce, on a lu dans Joyce que ce qu'on a bien voulu lire, au fond. Mais pas ce qu'il a écrit vraiment. T'sais. Parce que je trouvais ça hallucinant quand j'ai lu ça. J'ai dit, c'est moi qui se trompe. Elle a été violée par son père, par ses frères. Puis même, son frère s'est dit qu'il prend parole à sa place parce qu'il l'a investi par sa bouche, puis il parle de sa bouche à elle. Donc, c'est dit en même temps. Puis les gens, ils n'y voient que du feu. Ils disent, quel beau monologue féministe. Bon. Mais tout ça, en même temps. Bon, c'est loin de la question que tu me poses. C'est pas grave, j'aime bien qu'on divague comme ça. Moi, j'arrivais à l'acharnement universitaire sur l'œuvre de Joyce, qui est quand même assez important. Puis plus particulièrement sur Finnegan's Wake, évidemment. Est-ce que ça a contribué à approfondir la réflexion apportée par ce livre-là? Oui. Ça, je dois dire que j'en ai lu, moi, sur Joyce, à peu près 500 études universitaires, entre autres. Et je dois dire que c'est sûr qu'il y en a que c'est plus ou moins intéressant, là,
Mais il y en a quelques-uns de ces livres-là qui sont des livres écrits par des sacrés bons écrivains en plus. T'sais. J'ai des blancs pour les titres et les auteurs, là. Mais moi j'en ai lu au moins une dizaine qui m'ont jeté à terre. T'sais, tellement que je disais, ça vous a la peine d'écrire mon livre. Lui, ce que j'avais pressenti, moi, ou vu, ben lui, il en a fait 400 pages. Là, t'sais. Bon, il y en a, oui, ça a contribué beaucoup. Puis il faut dire que Finnegan's Wake, c'est une œuvre en or pour un chercheur. Peu importe de quelle source il est, là. Mm-hmm. Le chercheur, parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans, dans Finnegan's Wake. Tu peux t'y intéresser juste d'un point de vue historique. Le fil de l'histoire que raconte Joyce, ça tient-tu la route? Tu peux t'intéresser à ça juste d'un point de vue linguistique. Bon, ben, on sait que pour écrire Finnegan's Wake, Joyce a utilisé une dizaine de langues. Bon, mais on sait que les deux langues fondamentales qu'il a utilisées, c'est le français puis l'anglais. Avec mariné beaucoup de danois, de norvégien, de langues scandinaves. Bon, c'est les deux langues principales. Mais, tu vois, alors que les Américains, que les Danois, même les Chinois, ils l'ont fait. On fait des lexiques, on fait des recherches pour savoir qu'est-ce que Joyce avait pris, par exemple, à la Chine, puis au monde chinois, puis au mot chinois, pour faire son œuvre. Ben, en français, il n'y a rien. En français, il y a un petit livre de 28 ou 30 pages sur l'influence de Rabelais dans Joyce. Il n'y a rien d'autre. Moi, quand je lisais, tu sais, moi, ce qui m'a accroché à James Joyce puis à Finnegan's Wake, quand j'avais 22, 23 ans, qui lisait même pas l'anglais, c'est que je feuilletais, je regardais, j'essayais de sentir les mots, j'appelle, puis à un moment donné, je tombais sur quelques mots en français, ou une phrase complète en français, mais qui était du français un peu comme l'écrivait Jack Kerouac, qui est du joual québécois, au fond. Tu sais, ça m'avait frappé, et puis je l'ai lu, Joyce, Finnegan's Wake, plusieurs fois. Ça, c'était mes points de repère. Je disais, ben, si je comprends ça, ça devrait être bon pour comprendre le reste. Parce que moi, je suis pas bilingue. Je le dis dans mon livre, je suis unilingue québécois et c'est par choix que je le suis. Bon, maintenant, évidemment, je dis aussi que, par la force des choses, malgré moi, je suis un peu bilingue. Parce que je vis dans un monde qui est sournoisement bilingue, tu sais. Que veut ou veut pas, il y a beaucoup de choses que je peux comprendre, que je peux saisir, sans même avoir besoin de déchiffrer tous les mots dans leur appareil de mots. C'est ça, tu sais, la contamination. Bon, ben, je dis, ben, moi, comme Québécois, je suis contaminé par 2 ou 3 mondes. Je suis contaminé par la langue française, qui est pas la mienne. Je suis contaminé par la langue anglaise, qui est pas la mienne. Je dois faire la mienne, ma langue. Puis je dis que la leçon que j'ai apprise dans Finnegan's Wake, c'est celle-là. Oui, on peut la faire. Oui, on doit la faire. C'est Joyce qui dit qu'une fois qu'une langue nationale a pris son essor, on peut plus l'empêcher de se rendre jusqu'au bout. Mais ici, on a toujours refusé que cette langue nationale-là prenne son essor. T'sais, parce qu'on n'a jamais voulu couper le lien avec la France et on veut pas couper le faux lien avec l'Amérique. De ce point de vue-là. Ça fait qu'on est assis entre deux chaises et notre écriture, jusqu'à présent, québécoise, est assise entre deux chaises. Tu sais, Madeleine Gagnon, quand elle a dit que les Français s'intéressent pas à nous comme écrivains, elle a raison, mais elle a pas raison. Les raisons qu'elle donne, c'est des fausses raisons. Il n'y a aucun empire littéraire, parce que les Français ont été un empire littéraire, le sont encore, comme les Américains. Il n'y a aucun empire qui va s'intéresser à toi si chez toi tu vis pas quelque chose qui n'atteint pas l'empire, d'une façon ou d'une autre. Bon, moi j'ai fait à un moment donné la liste de tous les prix Nobel de littérature, pour savoir pourquoi on avait donné le prix Nobel, par exemple, à Nabokov plutôt qu'à un autre. Pourquoi on l'avait donné à un tel plutôt qu'à un autre? Ben, si tu regardes ça en parallèle avec l'histoire des pays qu'ils représentent, ben, ça a toujours été à un moment, comme Gabriel Marquez, par exemple, à un moment où il y avait une rébellion dans le pays, ou une tentative d'indépendantisme, ou une répression terrible. Bon, ça a toujours été dans des moments de même. Bon, on n'a jamais ou très rarement donné un prix Nobel à un écrivain d'un pays que personne ne sait c'est quoi,
puis où il se passe rien, ou en tout cas qu'on n'entend rien. J'essaie de m'en trouver un prix Nobel qui l'a eu, là, parce qu'il était dans un pays où tout est beau, où il n'y a rien qui se passe. Il n'y en a pas un. Oui, je pense qu'il y a une exception. Il s'appelle Patrick White, qui est un écrivain australien qui a eu le prix Nobel, je pense, au tout début des années 2000 ou fin 1999, sans qu'il se soit passé grand-chose en Australie. Mais j'ai essayé de le lire, Patrick White, puis j'ai trouvé ça inintéressant. Je ne sais pas pourquoi il a eu le prix Nobel, lui, parce que je trouve pas que c'est une grande œuvre, puis je trouve pas que ça vient d'un pays qui est un grand pays. C'est une exception. Je ne sais pas par quoi il est passé, puis de quelle façon on lui a accordé, mais il y a cette exception-là, pour ça on n'en connaît pas beaucoup. Donc, Madeleine Gagnon, elle a raison que les Français ne s'intéressent pas à nous, mais pas pour les bonnes raisons. T'sais. Pour des raisons peut-être qui sont plus valables. Ouais. Puis pour en venir à la question que tu posais, si les universitaires ont apporté à Joyce, ben d'abord, Joyce, faut dire, ça n'a jamais été un écrivain populaire. Dans le sens qu'on donne à l'écrivain populaire qui est lu par le plus grand nombre possible. Et Joyce, c'est pas ce qui l'intéressait non plus. Bon. Il a toujours courtisé les universitaires parce qu'il savait que son flot de lecteurs était là, puis que lui, c'était ce qui l'intéressait. Puis aussi, ce qu'il y avait autour de lui, au moment de Regensweg, c'était Beckett, c'était... Ouais, mais c'était Beckett, mais Beckett n'a pas eu une si grande importance que ça, ni dans la vie, ni dans l'œuvre de Joyce. Il aurait pu peut-être en avoir une plus grande, mais comme la fille de Joyce est tombée en amour avec Beckett, et puis que ça a causé plein de problèmes, puis que Madame Joyce a dit à son mari, il faut que tu dises à Beckett qu'il est plus bienvenu à la maison. Alors donc, les rapports ont coupé très vite. Ça a été plus important, je pense, pour Beckett que pour Joyce. Beckett qui était plus jeune aussi, puis qui était le secrétaire de Joyce, puis qui a appris beaucoup avec Joyce comme ça. Mais Joyce savait, je pense, fondamentalement, il était conscient que ce qu'il écrivait s'adressait pas au plus grand nombre. Mais comme c'était un fabuleux publiciste, c'était l'écrivain qui a été le meilleur publiciste de ses œuvres au monde entier, je pense, à mon avis. Comme c'est un grand publiciste, il savait que pour atteindre à une reconnaissance qui lui rapporterait des sous, parce qu'il voulait des sous aussi, il fallait que son œuvre s'adresse à des universitaires d'abord, à des gens de lettres, parce qu'il disait vous pouvez pas lire Ulysse si vous apprenez pas à lire. Tu sais? Bon, Regensweg c'est encore plus poussé. Alors de sorte que oui, c'est les universitaires qui dès le début ont fait le bonheur de Joyce. Bon, mais Joyce au départ, il a eu la chance d'être parrainé par Ezra Pound. Tu sais, c'est un ensemble de circonstances qui ont fait que Joyce a eu la renommée qu'il a eu, puis a été considéré, puis est encore aujourd'hui. Vous savez, il y a eu un sondage, une enquête faite auprès des écrivains du monde entier pour l'année 2000, et où on demandait, d'après vous, quel est l'écrivain le plus important du 20e siècle, et c'est Joyce qui est arrivé le premier encore. Bon, Joyce, c'est l'écrivain des écrivains et l'écrivain des universitaires et l'écrivain des lettrés. Bon, ça c'est certain. Bon, les gens dits ordinaires, ils traitent moins parce que ça demande un peu d'effort pour lire Joyce. Tu peux pas rentrer là-dedans puis t'imaginer que tu vas lire du Daniel Steele. Bon, c'est ça l'affaire. Puis moi, je trouve ça, c'est ça qui m'a intéressé, enfin, un écrivain dans lequel tu pouvais apprendre plein de choses en étant disponible. Parce qu'il faut que tu sois disponible pour lire ça. T'sais, Ulysse, ça se lit pas si t'es pas disponible. T'oublies ça. Bon. Et de sorte que le succès de Joyce était un succès littéraire des universitaires, des hommes de lettres, des écrivains. Bon. Mais ça aurait pu durer que 50 ans, après 50 ans, les universitaires changent puis on s'intéresse plus. Hein, bon. Mais pourquoi ça dure encore? C'est parce que l'humus de ces livres-là est tellement riche que c'est là.
Puis il y a encore plein de choses. Tu sais, quand j'ai eu fini d'écrire mon livre, puis tout ça, en fin décembre, mi-décembre, j'avais tout fini. Ben là, je dis, je vais aller voir quand même s'il y a des livres que j'ai pas lus qui pourraient peut-être, tu sais. Donc, je me suis fait venir ici en décembre une 50aine d'ouvrages sur Joyce, mais parmi les plus récents. Disons des années 2000 à 2005. Là. Je les ai tous lus. Puis à chaque fois, tu sais, comme il y a un monsieur Eric McLuhan, que je me suis demandé si c'était pas le fils de Marshall McLuhan, qui est professeur à l'Université de Toronto, qui a écrit un livre absolument hallucinant. Ça prend qu'un universitaire fasse ça, sur le tonnerre dans l'œuvre de James Joyce, dans Finnegan's Wake, parce qu'on sait que pour marquer les fins d'époque puis le début d'une autre, Joyce a inventé le mot tonnerre. C'est le tonnerre qui fait, c'est l'éclat du tonnerre qui fait le passage d'un univers à l'autre. Bon, puis Joyce a mis, pour faire le mot tonnerre, il a pris le mot tonnerre dans différentes langues qu'il a juxtaposé en 100 syllabes. Alors, tout le tonnerre, à toutes les fois qu'il apparaît, je pense que c'est 10 fois dans l'histoire, les 9 premières fois, c'est 100 lettres, 100 syllabes. Sauf au dernier, où il y en a 101. Il y a 101 syllabes. Ben, c'est un petit rappel au Mille et une nuits, en même temps, qui est le livre de base du conteur. C'est la pierre d'assise angulaire de la civilisation occidentale, littéraire. Et en même temps, 101, c'est le chiffre complet. Là. Bon, tu sais, il faut y penser à ces affaires-là. Bon, mais tu sais, cet universitaire, McLuhan, que j'ai lu, mais en prenant un plaisir fou à lire ça, parce que c'est parti, c'est complètement délirant comme livre. Puis en même temps, je pense que d'un certain point de vue, c'est assez juste. Hein? Mais il a fait, lui, un livre de 300 pages que là-dessus. Que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, je dois dire, en décembre, là, parce que celui-là, il vient de paraître, là, je l'ai publié en 2005, je pense. Hein. Bon, donc, oui, les universitaires contribuent encore, là, tu sais, et ils n'ont pas fini, il y en aurait plein de choses à faire, tu sais. Non. Bon. Évidemment, moi, je l'ai fait d'un point de vue québécois, en quoi James Joyce, un Québécois d'aujourd'hui, en quoi ça peut-il intéresser un Québécois d'aujourd'hui? Mais c'est un peu la substance de la question suivante, c'est vos essais, Kerouac, Hugo, Melville, bon, on peut mettre aussi dans le même rail Ferron, Voltaire, bien qu'extrêmement documentés, ne se sont jamais résumés à un commentaire théorique sur l'œuvre et la vie de l'auteur étudié, mais s'attardaient aussi aux circonstances dans lesquelles cette œuvre était entrée dans votre propre vie et de quelle manière elle y avait cheminé avec vous. T'sais. Comment cette approche s'est-elle imposée à vous pour écrire l'essai? Tu vois, quand je commençais à lire, je lisais tout, n'importe quoi, je connaissais rien. Ça fait que j'avais pas de préjugés, tu sais. Quand je dis au monde, oui, quand le livre de poche a commencé, là, moi, j'achetais ça au numéro 1, 2, 3, 4, puis je les lisais un après l'autre, tu sais. Bon, tu sais, j'ai lu comme ça du Pierre Benoît, puis du Pierre Louis, puis du Anatole France, tu sais. Bon, des affaires pas possibles, là. Bon, sérieux, je les lisais. Bon. Et puis, à un moment donné, je me suis mis, je connais pas ces auteurs-là, c'est qui, dans quel univers ils ont vécu. Quand je me suis mis à lire des essais, j'étais étonné que le ton d'un essai, c'était comme si la personne qui lisait l'auteur était absente de ses lectures. T'sais? C'était comme une vivisection. C'était comme si tu avais été un chirurgien, puis au scalpel, tu découpes ça, puis tu dis, voyez, là, tel muscle, il y a ça qui est pas comme les autres, là, il y a un problème, là. T'sais, bon, on va l'ouvrir, puis on va regarder. Mais la personne qui parlait de sa passion, soi-disant, disons, pour Kafka, pour Beckett ou pour n'importe quel autre, elle en parlait d'une façon très distanciée. Puis moi, mon point de vue, quand je lisais, si le livre que tu as lu a pas changé un petit quelque chose en toi, arrête de lire. Bon, et puis, je comprenais pas que l'auteur qui écrivait sur un autre écrivain, ou un critique, soit pas plus concerné personnellement par ses lectures. Comme si ça avait rien changé en lui, comme s'il avait lu dans un temps
un espace-temps brumeux, tu sais, où rien de ce qu'il est, lui, comme personne, comme individu, entre en ligne de compte. Alors, je dis, moi, si je fais des essais, je veux qu'on sache que les essais, je les lis dans ce temps-là, dans cet espace-là, avec les émotions qu'ils me donnent au moment où je lis. Tu sais, bon, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit mes essais. Que peu de gens ont écrit jusqu'à présent, là. Il y en a pas beaucoup qui écrivent des essais de cette façon-là. Mais je trouvais que c'était, en plus, même pour le lecteur, je trouvais que c'était une façon de dire au lecteur, vous voyez, non, si moi j'ai pu lire à 14 ans, 15 ans Victor Hugo et en retirer ceci, c'est donc que les œuvres sont accessibles à tout le monde. Il suffit de s'y mettre soi et de trouver les correspondances qui de soi vont à l'autre et de l'autre à soi pour que lire devienne une fabuleuse entreprise de pas juste de récréation, mais de création. Bon, c'est dans ce sens-là, je pense que je vais essayer d'écrire mes essais. Parce que, est-ce qu'on a vraiment besoin pour les jeunes de 13-14 ans, de leur écrire des romans pour jeunes de 13-14 ans? Non, moi, j'ai toujours été contre cette forme-là de littérature que je trouve qui est une littérature d'aliénation. Je trouve que à 14 ans, on n'a pas besoin de lire de livres pour la jeunesse qu'elle va. Lire, c'est lire. Ça fait que si... moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais au Salon du livre de Montréal, je venais de publier La Jument de la nuit. Il m'est arrivé une madame au kiosque de Stanquet, moi je l'ai publié chez Stanquet, avec sa fille qui avait 11 ou 12 ans. Puis là, la mère, elle montre des livres, elle dit, lequel tu veux là-dedans? Puis la fille, elle met la main sur La Jument de la nuit, puis elle dit, c'est celui-là je veux. Puis là, sa mère, elle dit, ben non, c'est pas pour toi, t'es même trop jeune pour lire ça. Puis il y avait Pierre Falardeau, assis à côté de moi, qui disait, le plus vite ils lisent, vraiment, mieux c'est. Tu sais, mais moi, tu sais, quand j'avais 14 ans, personne me disait quoi lire. J'ai jamais lu de roman pour la jeunesse, tu sais. Il y en avait à l'époque, tu sais, on oublie ça, que Fidèse en publiait mur à mur, Beauchemin en publiait mur à mur. Tu sais, qu'on se souvient de Maxime, puis de tous ces gens-là, Madame Daveluy, puis tout ça. Jamais j'ai lu ça de ma vie, j'ai toujours haï ça. Bon, tu sais, les premiers livres que j'ai lus à Saint-Jean-de-Dieu, c'est notre oncle qui nous amenait ça. Il était gardien de prison, il lisait la nuit. Puis il nous amenait ça l'été dans des boîtes en échange de légumes qu'on y donnait. Bon. Ces livres-là, évidemment, on mettait ça au grenier chez nous, puis tu montais au grenier quand il pleuvait, puis tu lisais ça. Bon, fait que t'as lu des livres. T'as pas lu des livres interdits ou plus de 18 ans, ou moins de 18 ans, puis pour la jeunesse, là, tu sais, j'ai pas lu ça, moi, tu sais, puis je trouve que faire une démarcation entre littérature enfant, littérature jeunesse, littérature là, il y a jeunesse junior, il y a jeunesse je sais pas trop quoi, là, je trouve que c'est une aberration sans nom. Ouais, moi, c'est ça que j'ai trouvé en voyant que la Courte Échelle voulait faire des collections de poésie pour enfants ou pour adolescents. Ouais. Parce que je me disais, moi, quand j'avais 13-14 ans, c'est Rimbaud puis Baudelaire que j'ai lu. Puis même si j'y comprenais pas tout ce que j'y comprends quand je relis aujourd'hui, mais ça m'a ouvert toute cette époque-là. C'est certain, là, tu sais, la littérature, faut que tu l'apprennes par son bon bout, par son vrai bout. Tu sais, bon, puis, tu sais, moi, à 14 ans, j'ai lu Victor Hugo, à 15 ans, j'ai lu Flaubert, j'ai lu Marcel Proust, bon, tu sais, je comprenais pas tout non plus, puis ça n'a pas d'importance, c'est pas bon de tout comprendre. J'ai lu Finnegan's Wake 11 fois, là, bon, j'ai pas tout compris, ça me fait rien, au contraire, je suis content de pas avoir tout compris. Parce que ça peut me permettre encore de prendre quelques pages de temps en temps, puis m'amuser à dire, je pensais que c'était ça, mais le sens, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est bon, ça. Tu sais, voilà, tu sais. Ouais. Croyez-vous qu'un écrivain sans pays soit l'équivalent d'un pays sans écrivain? Oui, ça, je crois à ça. Il n'y a pas de littérature sans nationalité, puis il n'y a pas de nationalité sans littérature. Je pense que c'était T.S. Eliot qui a dit ça. Ouais. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Si t'as pas de pays, quand même, t'écrirais la plus géniale du monde, tu vas faire quoi avec? Puis qu'est-ce que les gens vont faire avec après? Rien, parce que t'auras pas de pays. C'est comme si ça avait jamais eu lieu. De l'autre côté, si t'as un pays que t'as pas de littérature, tu fais quoi avec ce pays-là? Rien. Il est appelé à disparaître dans le sens profond du mot. Là. Il est pas né, il est non né, puis il sera toujours non né. Bon, c'est pareil. Si t'as pas l'un, tu peux pas avoir l'autre. Si t'as pas l'autre, t'as pas l'un.
Pour moi, ça va ensemble. Il n'y a pas de pays sans littérature, puis il n'y a pas de littérature sans pays. Nous, ici, on essaie de faire une littérature, une création, en se disant maintenant, et c'est ce que je trouve de plus sournois et de plus dangereux, ben au fond, on n'a pas besoin peut-être d'avoir un pays pour créer comme on crée. Parce qu'on s'imagine qu'à travailler pour le Cirque du Soleil à Las Vegas, c'est vraiment ça la création. Je suis pas contre. Sauf que c'est des choses, mais ils oublient ces gens-là pour moi, ils se promènent pas à Las Vegas pour voir qu'il y en a peut-être 100 shows de même, faites par toutes sortes de monde qui viennent de l'étranger, et que ces shows-là, une fois qu'ils sont finis, sont finis. Alors, quel apport ça a été pour leur pays, à eux, vraiment, ces shows-là faits à l'extérieur, pour des Américains, en fonction d'Américains, dans des principes américains, des buts américains. J'écoutais Dominique Champagne, que j'aime bien à TV, je le trouve génial. Mais je me dis, pourquoi ce génie-là, on ne le met pas à notre service à nous, plutôt que de le mettre au service des Américains? Et il n'y a qu'une raison, qu'une réponse. C'est le fric que ça leur donne. Point final. Mais ça, ils n'osent jamais l'avouer que oui, la raison primordiale pourquoi ils ont accepté, c'est pour faire partie du grand kit américain, d'être, quand il parle du gars avec qui il a travaillé, c'est un dieu pour lui. Mais il aurait travaillé avec un Québécois aussi génial, mais il l'aurait pas pris pour un dieu. Mais parce qu'il est américain, ça, c'est le vrai dieu. Et parce que c'est l'Américain qui a le fric, c'est encore le super dieu. C'est le fameux eux autres, ils l'ont, les Et Américains. ça, c'est la définition même de ce qu'on appelle le colonialisme culturel. Puis ici, maintenant, c'est rendu que le colonialisme culturel, c'est devenu la norme. C'est ça qui est correct. Tu sais, Robert Lepage, j'ai rien contre, je trouve que c'est un génie. Mais quand son génie, il met au service, pour ainsi dire, exclusif des étrangers, je trouve que c'est pas correct. Moi, je l'aime bien, Robert Lepage, mais je dis toujours, avec tout l'argent qu'on lui a donné, nous, comme Québécois, lui, comme Canadien, des fois, qui dit qu'il est à l'étranger, comment se fait-il qu'à Rimouski, à Rivière-du-Loup, on n'ait jamais vu un de ses shows? Puis comment se fait-il que M. Lepage s'en inquiète jamais? Pourquoi il s'en inquiète-t-il pas? Parce que ça n'a pas d'intérêt pour lui, ça. Mais si c'est joué à Londres, si c'est joué à Tokyo, ça, c'est des vraies villes. Ça, c'est la vraie culture. Mais s'il avait fait une première de, je sais pas moi, son truc sur Anderson à Rivière-du-Loup, on dira, c'est un petit show que j'ai fait de même, là, tu sais, un peu local, là, mais pas plus. Vous pensez que tout ça passe par l'argent? Si on l'avait payé aussi cher pour aller à Rivière-du-Loup, pour aller à Londres? Bien évident. Tu sais, moi, j'aurais appelé Robert Lepage, j'aurais dit, gars, 3 pistoles, là, on fait nos 300 ans, là, puis on a un budget de 20 millions, Calvaire. Peux-tu nous faire un cheval à notre mesure? Il aurait dit oui, puis il l'aurait fait, puis ça aurait été bon. Ouais. Mais parce que tu y offres pas 20 millions, ben, ailleurs, on y offre 20 millions, il fait ailleurs. Je peux pas le blâmer, mais en même temps, il se rend même pas compte jusqu'à quel point c'est sournois. Tu sais, puis dans l'affaire là qu'il y a eu là, récemment, qu'on a appelé l'affaire Lepage Tremblay, où il a dit moi le PQ, l'indépendant, peut-être plus c'est nécessaire. Quand je vis au Québec, je me sens québécois, puis quand je vais à l'étranger, je me sens canadien. Ça là, comme colonisé, tu peux pas. Là, tu l'as là, au parfait au cube. Et le plus curieux, c'est que toute l'intelligentsia québécoise a pris parti pour lui. Ah oui. Tu trouvais ça correct? Ça, c'est grave. Ça, c'est la preuve de notre colonialisme intégral, total, parfait. Après ça, là, tu peux plus rien faire. Rien dire. Ouais. C'est comme si quand on revenait au Québec, là, on se sentait québécois, puis on aimait ça avec ces gens-là. Mais à l'étranger, on voulait pas mettre ça de l'avant, cette fierté-là qu'on peut avoir d'être ici. Alors, quelle importance, quel intérêt pour moi, comme Québécois, de voir un gars comme Lepage faire tout ça à l'étranger, avoir tout ce qu'il y a, s'il en reste rien à nous comme Québécois. Si ça ne donne que de la gloire à M. Lepage, que de l'argent à M. Lepage, et que nous, comme Québécois, on n'en retire rien. Et le fait est qu'on n'en retire rien. Parce que c'est pas montré ici. Tu sais? Je parle pas de Montréal et de Québec, là, mais si on parle du reste du monde québécois,
Qui a vu quelque chose de Lepage? Personne, parce que c'est pas accessible. Alors, comment se fait-il qu'on dit que Lepage, qui est le plus grand créateur scénique québécois, comment se fait-il que si on le dise, la contrepartie ne soit pas vraie, que ce créateur génial ne soit pas accessible dans son propre monde? Et comment se fait-il que ce créateur-là lui-même ne demande pas à ce que son œuvre soit accessible dans son propre monde? Et comment se fait-il que ça ne semble même pas l'intéresser de poser la question? Ben ça, j'appelle ça, c'est être colonisé totalement. Lepage, puis d'autres, il y aurait intérêt à relire le livre sur la colonisation de Frantz Fanon. Ils se rendraient bien compte que tout ce qu'ils disent, c'est en plein ce que Fanon a identifié comme le type même du colonisé parfait. Mais est-ce que ces gens-là se rendent compte qu'à quelque part, ils sont un peu idéologues dans... Non, pas du tout. Ou Ils s'en rendent pas compte. ils voient ça comme une forme de progrès dans la culture québécoise? Je sais pas, ça m'intrigue. Mais ça, pour moi, il y a des racines à ça. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu sais, que t'as plein de Québécois qui vont à l'étranger, qui ont l'expertise pour y aller, puis qui sont non seulement aussi bons que les étrangers, mais meilleurs. Bon, tu sais, Lepage, Hubert Reeves, tu sais, Céline Dion dans son domaine, plein de chanteurs d'opéra, mais il y en a. Tu sais, tu fais la nomenclature de ça, tu vois qu'il y en a beaucoup. Mais moi, je me dis, regardons fin 19e siècle, début du 20e siècle, milieu du 20e siècle. Est-ce qu'on avait des gens comme ça, Québécois, qui étaient à l'étranger et qui obtenaient beaucoup de succès? Oui, il y en avait. Les missionnaires québécois. Les missionnaires. Alors tu te dis, au fond, ce qu'on fait, c'est intéressant, ce succès des Québécois à l'étranger à l'heure actuelle, mais c'est comme si on était passé du monde religieux au monde laïque, mais toujours par le même biais, celui de la parole. Les Québécois, c'est des gens de parole dans ce sens-là. Là. Bon, les missionnaires, c'était des gens de parole. Ils allaient dire la bonne parole. C'est en Afrique, en Chine, en Oregon, en Amérique du Sud. Ça marchait. Ils étaient bien accueillis. On les trouvait là, par rapport aux autres prêtres. Là, géniaux. Et quand l'Église a cassé ici, qu'est-ce qui a remplacé ça pour une part? C'était tous ces créateurs-là qui sont arrivés et qui promulguent la bonne parole partout. Avec la même ligne de conduite. Cardinal Léger, quand il s'est rendu compte, lui, il voulait devenir pape, hein, tout le monde sait ça. Quand il s'est rendu compte qu'il pourrait jamais devenir pape, il a décidé de devenir un monsieur Gandhi, j'appelle. Mais penses-tu qu'il aurait pu devenir un monsieur Gandhi au Québec? Comme l'abbé Pierre, a pas renié ses sources françaises pour devenir l'abbé Pierre. Il est devenu l'abbé Pierre et connu dans le monde entier en restant en France, en œuvrant en France. Mais ici, jamais les gens font ça. Oui, tu peux être le cardinal Léger, mais tu vas aller faire ton œuvre avec les lépreux en Afrique. Tu ne les feras pas avec les pauvres Québécois. Puis Dieu sait qu'il y en a des gens. C'est un phénomène qui est très fort. Tu sais, Pierre Vallière, vers la fin de sa vie, il voulait devenir missionnaire laïque en Bosnie. Puis en Bosnie-Herzégovine. Il est venu de là en disant c'est ça qu'il fallait devenir. C'est comme si on était notre passé religieux, mystique, nous avait amené à croire que par la parole, on est tout, et que comme ce côté religieux est évacué de notre monde, on le remplaçait par le discours, par la parole de création. Tu sais? Puis, si tu relis les deux, tu vas voir, c'est les mêmes conditions, les mêmes effets. Jamais c'est ici. Tu sais, un autre exemple. Lucien Bouchard, quand il a quitté le Parti québécois, c'était quoi sa première sortie? Se rendre à Rome, voir le pape. J'avais complètement oublié ça. Tu sais, mais c'est symbolique, ces choses-là, là. C'est du haut symbolique. Le premier ministre du Québec, bon, qu'avant on a considéré comme un prophète, celui qui allait nous amener à la terre promise. D'ailleurs que tous ces discours qu'il faisait étaient épicés de locutions bibliques. Fini la traversée du désert. Bon, le Jourdain est à nous. Tu sais, tout ça. Hein?
Puis quand il est devenu premier ministre, il est devenu plus le prophète, mais le Messie. Puis les prophètes, ils ont bien de la misère à switcher de rôle. Quand il arrive dans le job du Messie, ça marche plus. Puis lui, ça n'a pas marché, Calvaire, pas en tout. Puis, il a démissionné. Et puis, après sa démission, 15 jours après, il est à Rome en audience avec le pape. Puis il a dit que c'était le plus grand moment de sa vie. Fait qu'on a du curé quelque part en nous. Puis les curés, tels qu'ils ont été au Québec, ont toujours été meilleurs à l'étranger que chez nous. C'est à l'étranger qu'il faut aller prêcher la bonne nouvelle, la bonne parole. C'est comme si ici, ça valait pas la peine. Puis dans ce sens-là, que ce soit Tremblay, que ce soit Lepage, que ce soit Dominique Champagne, que ce soit Guy Laliberté, que ce soit Céline Dion, puis plein d'autres, là, ben, ils ne font que recréer cette idéologie messianique de la bonne parole, telle que nos curés allaient la dire à l'étranger, mais surtout pas au Québec.